Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau partage. Aujourd'hui j'aimerais faire un témoignage de séance que j'ai jamais fait en podcast jusqu'à présent. C'est sur une séance qui a porté pour aider un couple. J'en parle pas souvent, c'est vrai que j'ai plutôt pour habitude d'accompagner le couple parent-enfant, bébé-parent, ou bien homme-animal. Mais en fait, moi, je sers d'intermédiaire entre tous les couples possibles et du coup entre le couple amoureux aussi. Et aujourd'hui, c'était le cas, puisque après avoir accompagné chacun des deux personnes qui composent ce couple de façon individuelle, aujourd'hui, j'ai vu qu'il était plus que temps de passer sur l'étape de les accompagner ensemble, vraiment. De faire une séance où ils sont présents tous les deux pour aller régler quelque chose qui ne peut pas en fait être visité chacun de façon individuelle. Puisqu'à ce moment-là, c'est pas un problème de ma vie qui vient m'empêcher de faire telle ou telle chose dans ma vie, c'est vraiment une problématique systémique qui vient empêcher le système familial de se sentir bien, et donc chacun des protagonistes du système familial de se sentir bien aussi, en tant qu'individu et en tant que collectif. La difficulté pour laquelle ils sont venus me consulter aujourd'hui, c'était la relation, la communication difficile, avec une femme qui a un moyen de communiquer qui s'apparenterait à quelque chose de l'ordre d'un grand besoin de protection, donc d'être souvent dans son espace à elle, dans sa bulle, ce qu'on peut trouver facilement dans des profils atypiques, que ce soit de l'atypisme type autisme Asperger, que ce soit aussi porteur de syndrome de stress post-traumatique, ou dans d'autres profils atypiques d'ailleurs, chez les hypersensibles, quand on se protège, qu'on se met dans sa bulle, c'est assez récurrent. Et en face, le monsieur, qui lui a une difficulté en fait à comprendre pourquoi c'est si difficile d'entrer en relation. Leur objectif, qui était un objectif commun, c'était de réussir à communiquer mieux pour que chacun se sente mieux. Et tous les deux étaient partants et d'accord pour dire que la problématique venait de madame. Comme elle était dans sa bulle, forcément, ça permettait pas en fait d'entrer dans une communication aisée. Donc, monsieur était d'accord de dire, oui, je veux pas dire quand même que c'est elle le problème, mais mine de rien, ça nous amène un petit peu à ça quand même. C'est que comme il faut tout un protocole pour réussir à rentrer en contact avec elle, il faut que tout soit réuni, les bonnes conditions, machin. Quand moi j'ai un truc que j'ai besoin de partager, c'est jamais le bon moment, donc finalement je le partage pas, et finalement ça reste là, à l'intérieur de moi. Donc c'est inconfortable. Et elle, de son côté, de dire, oui, mais je vois bien que j'ai un problème, parce que c'est vrai, c'est quand même pas normal. Je vois bien quand moi, je rentre en relation avec d'autres personnes, j'arrive à le faire assez facilement. Là, j'y arrive pas, je vois bien que c'est moi qui bloque, donc forcément, c'est moi le problème et tout ça. Je précise ça parce que c'est pour vous dire que quand on voit la personne qui semble avoir le problème, c'est pas forcément par cette personne-là qu'on va passer dans la séance pour dénouer le nœud du problème. Comme on le fait très souvent avec les enfants, j'amène mon enfant parce qu'il pose un problème, il fait des crises par exemple, et on va se rendre compte que des fois, les crises ça passe par lui, mais c'est pas par lui qu'on va les dénouer les crises, c'est parce que ça passe par d'autres choses. Et ça veut pas dire que c'est la faute à quelqu'un plus qu'à quelqu'un d'autre. Ici, il n'y a pas de faute. Il y a juste à dire qu'il y a quelqu'un en priorité par qui on doit passer pour dénouer le problème. L'image que je donne souvent, que j'ai donnée d'ailleurs à ce couple pendant la séance, c'est l'image des pelotes de laine. Imaginez que chacun des protagonistes est représenté par une pelote de laine d'une certaine couleur. Que madame, elle a la pelote de laine rose, que monsieur, il a la pelote de laine bleue, que petit bébé, il a la pelote de laine verte, par exemple, et qu'il y a un chat qui joue avec les pelotes de laine dans le salon et que ça a fait un fourbi pas possible avec plein de nœuds dans les pelotes. Et ce fourbi-là, c'est le bazar qui peut régner à l'intérieur même de la famille. En l'occurrence ici, les problèmes de communication pour lesquels il venait.
pour pouvoir défaire ce nœud, même si peut-être que la problématique vient de la pelote rose, là, qui a du mal à se mettre en relation en dehors de sa bulle, peut-être que pour pouvoir vraiment bien ranger cette pelote rose et que du coup elle soit plus en bazar et que du coup elle gêne plus pour la communication, peut-être que c'est pas par elle que je vais commencer. Peut-être quand je vais regarder mon nœud de plus près et essayer de le défaire là, je vais me rendre compte que c'est sur le fil bleu que je peux tirer en premier. Que le rose, il n'est pas atteignable pour le moment. Et ça veut pas dire que c'est pas bien, qu'il faut que le rose fasse un effort ou quoi que ce soit. C'est juste un fil qui s'est mis de telle et telle façon, enchevêtré de telle et telle façon, que du coup je n'y ai pas accès pour le moment. Donc il n'y a pas de se dire ah bah oui c'est toujours moi qui dois, oui c'est jamais lui ou c'est jamais elle, ou bah oui c'est moi en premier, mais pourquoi ce serait pas lui ou pourquoi ce serait pas elle. C'est juste c'est comme ça et puis c'est tout. Dans le jeu qui se joue de façon subtile, des blessures des uns envers les blessures des autres et toute cette intrication qui s'est nouée là, c'est comme ça que ça peut se jouer et c'est tout. Quand vous avez le bazar des pelotes de laine au milieu de votre salon, ça vous viendrait pas à l'idée de vous dire je veux la pelote rose, il faut absolument que je tire sur la rose, je vais tirer sur la rose, non, je veux la rose absolument. Ben non, vous allez aller voir pour obtenir la rose et pouvoir vous en servir ou la ranger dans votre placard. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est peut-être qu'avant je vais d'abord défaire des nœuds que la pelote bleue serait venue mettre dessus, ou peut-être même la pelote verte, ou encore plus quand on est plusieurs membres dans la famille. Et puis je compte aussi les animaux, tout le monde vraiment a une pelote de laine qui lui est attitrée. Et du coup, là, on est allé ouvrir la porte de cette séance par le biais de monsieur. Même si ils étaient tous les deux d'accord de voir que c'était madame qui avait un problème avec plein de guillemets. Moi, j'ai eu le besoin et l'envie vraiment de dire, moi, je vois pas ça comme ça. Je vois pas ça comme quelqu'un qui a un problème. C'est vrai que dans le monde commun, on pourrait dire, les gens normaux, on pourrait dire, ils communiquent et puis c'est tout. Celui qui se met dans sa bulle et tout, il a un problème. Oui, mais le problème, il vient de qui? Est-ce qu'il vient vraiment du fait qu'elle se mette une protection ou qu'elle ait besoin de se mettre une protection? Si elle a besoin de se mettre une protection, c'est peut-être parce que monsieur l'insécurise. Dans ce cas-là, c'est monsieur qui a un problème. Il n'y a personne ici qui a un problème. Il y a juste des blessures du passé qui viennent s'enchevêtrer et se parler les unes aux autres. Donc aujourd'hui, on est allé voir que ce qui se jouait, c'était par le biais de monsieur qu'on allait pouvoir ouvrir la porte. Tout le monde était bien surpris. Moi aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vais vous donner ici des exemples, bien entendu sans donner leur nom, parce que je suis sûre que très nombreux d'entre vous, vous allez pouvoir vous y retrouver. Et je suis sûre que si ces personnes-là écoutent aussi le podcast, elles seront très contentes de se dire qu'elles ne sont pas les seules à passer par ce genre d'histoire. Dans les thérapies, entre guillemets, là encore avec beaucoup de guillemets, parce que je ne me vois pas comme une thérapeute, plutôt comme une défaiseuse de nœuds, de nœuds de pelote. Dans les thérapies de couple, on a tous, toutes ces choses-là qui se jouent. Toutes ces choses-là. Chez tout le monde, cet effet miroir, il est présent. Après, de plus ou moins fort, selon ce qu'on est venu faire ici, nous, sur cette terre. Des fois, on a besoin de faire cette expérience de vie en couple qui va être difficile. D'autres, ça va pas être difficile sur ce point-là, mais ça va être difficile sur autre chose. Peu importe, mais quand on se met en couple, il y a toujours des difficultés parce que dans le couple, ce miroir dont on parle, là, que les autres, l'extérieur, est pour nous, en couple, c'est le miroir grossissant. C'est-à-dire que, par exemple, moi en tant que femme, mon conjoint va être mon reflet non seulement de mon masculin à moi, à l'intérieur de moi, mon pôle yang, il va être aussi le reflet du masculin général, donc des hommes masculins. Il va être le reflet du mari, il va être le reflet du père. Et comme la plupart du temps, nos difficultés qu'on traîne, là même encore aujourd'hui à l'âge adulte, prennent naissance à l'âge de l'enfance, eh bien, mon père ou ma mère peuvent se rejouer à travers mon conjoint. Je peux voir moi dans mon conjoint mon père, et puis je peux voir dans ma femme ma mère. Et même, bon, je ne vais pas vous compliquer le truc, mais l'inverse peut aussi être vrai, hein, c'est-à-dire que mon conjoint peut me renvoyer à ma mère dans sa façon, lui, d'incarner son pôle féminin, il peut très bien me renvoyer à ma mère. Mais bon, on va dire que de façon plus générale, pour simplifier les choses, il me renvoie l'image du père, puisqu'il est le père de mes enfants, alors il me renvoie l'image du père. Donc en fait, je ne rentre pas en contact avec lui, vraiment.
Je rentre en contact avec lui avec le prisme entre nous deux de toutes mes blessures d'enfance et toutes les projections. Il y a un miroir, il y a quelque chose entre nous qui nous empêche de vraiment nous rencontrer. Et lui, de son côté, c'est pareil. Il me voit à travers son prisme personnel, celui de la mère, celui de la femme, celui de sa polarité féminine, toutes ces choses-là. Donc c'est pas facile parce que vraiment, quand on est en couple, on a ce miroir grossissant, duquel on peut difficilement s'affranchir quand on a des enfants, bien qu'il y en a que ça ne dérange pas, mais par exemple, quand on est en couple et qu'on est adolescent ou jeune adulte, on se dit, lui, il m'énerve, ceci, cela, on va pas forcément plus loin, puis on se sépare et puis on va trouver quelqu'un d'autre. Puis au bout d'un moment, on se rend compte que finalement, on retrouve encore les mêmes choses chez cette autre personne. Mais voilà, au bout d'un moment, on peut toujours s'en aller, on peut toujours fuir, jusqu'au moment, en fait, où, quand on a des enfants, ça devient plus délicat. Parce qu'alors, on fait un effort d'essayer d'arranger les choses, parce qu'il y a des enfants et que, mine de rien, on n'a pas envie de casser cette famille pour nos enfants, ceci, cela. Bon, il y en a que ça dérange pas, qui vont aller casser leur famille très facilement. Mais quand même, en général, le fait d'avoir des enfants, ça permet d'essayer de faire un effort qu'on n'aurait pas fait forcément autrement. Et à l'intérieur de cet effort qu'on fait, si on ne sait pas comment ça fonctionne, c'est difficile de s'en dépêtrer. C'est vraiment difficile. Ici, ce qui se joue dans la problématique qui dure depuis un moment chez ces deux personnes que j'accompagne aujourd'hui, c'est que on est sur les blessures les plus profondes, presque les plus archaïques qu'ils aient pu vivre tous les deux dans cette vie-là. Donc forcément, c'est comme si à l'intérieur des deux adultes qui essayent de se parler, il y a deux petits blessés qui sont en train d'essayer de se dire « il faut qu'on s'occupe de moi ». Mais non, il faut qu'on s'occupe de moi. Et quand on doit faire le choix entre deux petits qui sont soit terrorisés, soit abandonnés, soit ceci, soit cela, des trucs horribles, comment on peut faire le choix? C'est pas possible en fait. On est en mode enfant, donc c'est moi d'abord. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi qui est plus important. Non, c'est moi d'abord. Parce qu'en fait, on est dans des enfants qui ont manqué de quelque chose. Donc c'est des enfants qui cherchent quelque chose. Donc ils sont pas prêts à jouer le rôle d'adulte de bon, ok, il se passe un truc là pour moi, il se passe un truc pour elle ou pour lui, ok, je vais essayer de me repositionner. Ce sont deux enfants, tant qu'on ne sait pas ce qui se joue, on ne peut pas changer ce positionnement-là. Et on a terriblement besoin d'avoir raison, et on se dit, mais c'est pas possible, il fait pas un effort, mais c'est pas possible, elle peut pas faire autrement. Et c'est tant qu'on ne sait pas ce qui se joue, tant qu'on ne conscientise pas, qu'on met pas du sens sur ce qui se passe, c'est très difficile de pouvoir aller au-delà. Et c'est ce qui se joue donc ici chez ces personnes-là. Donc chez Madame, il se passe quelque chose, c'est que elle a une blessure d'abandon très 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 prononcée et que quand elle était petite, la façon qu'elle avait trouvée d'avoir de l'attention et la présence, donc qui lui amenait la sécurité et l'amour dont elle avait besoin, c'était de tomber malade. Parce qu'à ce moment-là, alors on s'occupait d'elle. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît presque tous, mais chez elle, qui souffrait de cette blessure d'abandon, c'était vraiment un moment où on était là avec elle et où on s'occupait d'elle. Donc à un moment donné, dans sa vie d'adulte, c'est le point de départ qu'on a donné à notre séance, elle est tombée malade, elle avait un genre de grippe, et elle était allongée sur son canapé et elle pouvait rien faire. Vraiment, elle était fatiguée, elle ne pouvait même pas appeler le médecin. Donc, elle a demandé à son conjoint d'appeler le médecin. Et là, ça s'est très mal passé parce qu'en fait, son conjoint a dit « mais c'est pas possible, t'es pas non plus au 36e dessous, quoi ». Alors, on pourrait dire « ouais, c'est quoi ce conjoint qui comprend rien, il est pas gentil ». Non, vous allez voir pourquoi on ne peut juger personne parce qu'à ce moment-là, ce sont deux enfants en souffrance qui sont en bataille de qui a la priorité. Et en fait, dans l'idéal, tous les deux, ils ont la priorité. Mais sauf qu'à ce moment-là, personne ne sait ce qui se joue, donc personne ne peut faire quelque chose pour eux. À ce moment-là, lui, il ne comprend pas, il dit « mais elle pourrait faire un effort, elle pourrait se lever, elle peut quand même au moins appeler elle-même le médecin. » Et elle, du coup, qui ne se sent surtout pas entendue, puisque c'est sa stratégie à elle pour avoir de l'attention et de l'amour, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle trouve? C'est plutôt de la fermeture, peut-être même de l'agressivité, du jugement, donc c'est horrible pour elle.
Et quand je dis c'est horrible, on peut tous être en train de dire elle peut relativiser, c'est bon, il peut pas l'aider, c'est bon. Non, elle ne peut pas relativiser parce qu'à ce moment-là, elle est en lien avec la petite en elle qui a souffert. Et quand on est tout petit et qu'on n'a pas l'attention de ses parents, c'est de l'ordre du traumatisme. C'est vraiment quelque chose qui est énorme, qui est dur. Ces mots sont tellement réducteurs par rapport à ce qui se passe. Vous le savez peut-être si vous êtes repassé par vos émotions bloquées, si vous avez eu des libérations du passé, des mémoires de votre passé, de votre enfance, et que vous êtes passé à travers, vous vous êtes dit waouh, c'est pas de la crème au chocolat tout ça, hein, c'est pas tout doux, hein, c'est intense. Donc en fait à ce moment-là, elle est relancée ici, elle est dans mon Dieu, mais comment je vais faire? Normalement c'est la stratégie qui me permet d'avoir cet amour dont je manque, je suis affamée d'amour, je suis en apnée pendant tout ce temps, puis à un moment donné je peux plus, donc je tombe malade et j'ai de l'amour. Et là je n'en ai pas. Comment je vais faire? C'est comme s'il y avait là aussi quelque part un sentiment de solitude qui est tellement fort qu'on a l'impression qu'on va y rester. Et qu'est-ce qui se joue à ce moment-là chez monsieur? Monsieur il dit oui, moi je me mets en colère. Et donc quand on essaye de comprendre qu'est-ce qui se joue, est-ce que quelqu'un était déjà en colère, est-ce que ceci, est-ce que cela, ça passe pas avec la colère. Donc en allant traduire sa sagesse, on se rend compte que la colère en fait c'était juste l'émotion de surface, celle qui permet, celle que j'appelle le gardien là, celle qui permet d'éviter d'aller voir ce qui est caché en dessous le tapis. Et sauf que là c'était le bon moment pour aller soulever le tapis, pour aller voir qu'est-ce qui se passe là-dessous, qu'est-ce qu'on peut faire bouger. Et la colère, en fait, elle lui servait à ne pas contacter l'émotion de terreur qui l'habitait. Quand je lui parle de terreur, pourtant, ça n'est pas conscient. Il y a quelque chose qui est là, mais il se dit oui, peut-être, mais je ne sais pas à cause de qui, à cause de quoi. Ça ne me parle pas du tout. Puis à un moment donné, il dit oui, si, j'ai quand même un souvenir qui me revient. Puis là, il parle d'un moment de sa vie où il a été un peu malade et où en parlant, en échangeant avec ses parents, ça lui a fait tellement peur. Comme il dit, je croyais que ça allait être grave et que j'allais peut-être mourir, que du coup, il est tombé dans les pommes. Quand on tombe dans les pommes, à cause d'une émotion, je veux dire, évidemment pas à cause d'un choc physique ou quoi que ce soit, à cause d'une émotion, c'est qu'on est en lien avec une mémoire traumatique. Le corps fait shut down, il ne peut pas gérer, ça dit attention, danger. Donc soit je me mets en hyper colère, comme ça peut être le cas, genre pour pas qu'on vienne titiller ce qui est caché là-dessous, ou soit let's go. Quand je suis un enfant, en général, je vais pas me mettre en énorme colère. Il y en a qui ont cette stratégie-là, mais pas tous. Donc c'est plutôt, poum, je m'éteins. Je peux pas aller contacter ce truc-là. Ça a été trop dur pour moi. Mémoire traumatique. Et c'était drôle de voir qu'à ce moment-là, c'était justement son état de santé qui venait le mettre en insécurité. Comme par hasard, c'est de voir l'état de santé de sa femme qui l'avait mis dans cet état de colère au moment où justement s'est jouée cette situation-là. Mais sauf qu'en allant questionner sa sagesse, on s'est rendu compte que c'était pas ça l'origine de sa difficulté. Ça n'était qu'un écho. C'est-à-dire que c'est venu comme appuyer là sur le bouton qui fait peur. Souvent, je vois ça comme il y a une blessure à l'origine et par-dessus, on met un pansement, ça c'est le gardien. Ça a été tellement douloureux que je mets un truc par-dessus pour pas voir. Donc le gardien ici, donc au présent, chez ce monsieur, c'est la colère, c'est le pansement, c'est non, t'iras pas voir, non, t'iras pas voir, non, t'iras pas voir. Oui, c'est purulent là-dessous, oui, ça fait mal, mais t'iras pas voir. Sauf que il y a toujours quelque chose qui vient appuyer sur le pansement là, puis qui fait mal du coup, parce qu'en dessous c'est pas du tout sain quoi, c'est un vieil abcès tout moisi quoi. Donc quand sa femme est allongée et ne se sent pas bien, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait lui appuyer sur son abcès là. Donc plutôt que d'aller voir ah tiens j'ai un abcès, je vais aller voir et le soigner. Qu'est-ce qu'on fait nous en tant qu'adultes en général quand on n'est pas conscient de ce qui se joue? C'est que on va rendre le pansement plus solide parce que peut-être qu'il est un peu trop fin et que du coup quand on appuie il est un peu trop un petit peu trop je trouve pas mon mot mou quoi, il s'enfonce. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le rigidifier. Je vais mettre un pansement en bois genre. Et donc pour rigidifier c'est la colère, c'est stop. Stop, quand je me mets en colère, ça met une barrière, comme le bois, comme mon pansement en bois. C'est une barrière pour pas aller
faire là où ça fait mal, pas aller appuyer là où ça fait mal. Donc on est allé voir, on s'est dit ok, est-ce qu'on a l'autorisation là pour aller voir un petit peu plus en profondeur, qu'est-ce qu'il y a du coup sous cette colère, c'est quoi l'émotion? Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait cette peur, qui n'était pas une peur mais une terreur. Et c'est là qu'on est allé mettre en mots la terreur qu'a été la sienne lorsqu'il est né, parce qu'il a failli mourir. Et ça, il ne le savait pas. Quand il a posé la question de sa naissance à sa maman n'avait pas de souvenirs, ou alors peut-être qu'elle en avait mais qu'elle ne voulait pas les partager, ou peut-être qu'elle aussi était en genre d'amnésie traumatique. Des fois, on ne se souvient pas quand ça a été très dur, peu importe les raisons, mais en tout cas, elle lui a toujours dit « mais non, ça s'est bien passé ». Bon, peu importe, que ce soit bien passé ou pas bien passé, dans tous les cas, lui, il était avec un sentiment, et c'est ça qui compte, c'est pas les faits, mais c'est vraiment la façon dont on les vit, un sentiment de mort imminente. Et ce sentiment-là, on le retrouve très souvent au moment de la naissance, qui ait eu vraiment quelque chose d'avéré et de visible sur, par exemple, les battements cardiaques ou quelque chose comme ça, ou non. Le passage du col utérin, en général, c'est un passage délicat pour le bébé où on a l'impression qu'on peut y rester. Et souvent, ça peut aussi passer au moment où il y a cette phase qu'on appelle la phase de désespérance, là, avant l'expulsion, avant la libération, où vraiment, nous, en tant que femmes en train d'accoucher, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, on a l'impression qu'on ne va pas tenir le coup, on a l'impression qu'on va tout lâcher, quoi. Et en fait, c'est justement que la fin arrive à ce moment-là. Et donc lui, il a eu cette sensation d'avoir failli mourir. Sauf que, apparemment, personne ne l'a su. Ce que lui a dit sa maman, apparemment, ça doit peut-être être vrai. Peut-être que rien n'a été visible. Peut-être c'est juste un sentiment qui a été le sien, une énorme fatigue, une douleur à cause des contractions, peu importe ce qui s'est passé pour lui. Sauf qu'à ce moment-là, lui, il aurait eu besoin, quand il est sorti de ce calvaire, que quelqu'un soit là vraiment pour lui. Et quand je dis soit là, c'est en présence de qu'est-ce qui s'est joué pour toi, mon petit bonhomme, qui était en train de naître. Tu as eu peur, tu as eu une énorme peur. Donc de prendre le temps d'être ici. Comme je l'ai dit en séance, si vous voyez votre gamin qui se fait une terreur, j'en sais rien, il a voulu traverser la rue, et il a failli se faire caramboler par un camion. Il est pété de trouille, là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas le prendre par la main et lui dire « Viens, on va jouer, puis oh, c'est bien, tiens, mange une petite compote. » Non, vous allez prendre le temps d'être avec lui. En tout cas, si vous ne le faites pas, je vous invite fortement à le faire. Oui, tu as eu peur, on le fait verbaliser, on le fait rentrer dans l'émotion pour qu'il puisse la terminer, qu'elle ne reste pas là, engrammée en lui. C'est vas-y, secoue-toi, tremble, pleure, crie, roule-toi par terre, fais tout ça. Là, c'est le système nerveux qui fait sortir l'émotion. Parce que l'émotion est une énergie en mouvement, et si elle se bloque, qu'elle se cristallise, parce que personne ne m'aide à y faire face, eh bien elle reste à l'intérieur de moi. Et c'est un frein. Donc lui, il aurait eu besoin qu'on lui dise « Waouh, ça a été chaud pour toi, là, ça a été dur, t'as même failli mourir. Je suis là pour toi, tout va bien maintenant, t'es en pleine santé, c'est l'accouchement, tu sais, c'est comme ça la naissance, c'est la mort et la vie qui se côtoient. Ça va aller maintenant, t'es en bonne santé, tu vas voir, je suis là pour toi. » Enfin voilà, toutes ces choses qu'on lui a pas dit en fait, qui auraient pu permettre qu'il pleure, qu'il tremble, toute son émotion pour la faire sortir, pour qu'elle finisse son cycle. Et qu'il n'a pas pu faire. Donc, s'il a pleuré, mais que tout le monde se dit « Oh mon Dieu, bah oui, regarde, oh, le petit bébé il pleure, oh, on est content », tout le monde est réjoui, alors que le bébé, lui, il est fracassé de peur à l'intérieur, ça ne lui permet pas d'évacuer sa peur. Si vous êtes pété de trouille, que vous avez une pure angoisse, mais que les gens autour de vous vous comprennent pas, rigolent et machin, vous vous sentez pas bien, ça vous permet pas d'évacuer votre angoisse. Vous préférez même aller vous mettre tout seul dans un coin pour essayer de respirer et être bien de vous à vous, on va dire. Donc lui, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Maman n'est pas disponible. C'est sa façon à elle de gérer le truc, mais maman, elle n'est pas disponible. Maman, elle n'est pas là pour moi. Moi, j'ai failli mourir et je dois me débrouiller tout seul. Donc quand on sait ça, on retricole jusqu'à qu'est-ce qui se passe quand sa femme est allongée sur le canapé avec sa grippe et qu'elle lui demande de faire quelque chose, d'appeler le médecin. Qu'est-ce qu'il voit ici? Il ne voit pas sa femme, il voit la mère, puisqu'elle est la mère de son enfant. Donc c'est le miroir qui se passe pour lui ici, c'est la mère. La mère qui est allongée, donc comme quand on accouche, on est allongé aussi. La mère qui n'en peut plus, qui est tellement mal qu'elle n'est pas disponible, elle n'est plus là en fait, comme le jour d'un accouchement pour une femme.
où je suis pas là. Même si j'aimerais pouvoir être là, je suis dans le marathon de mon accouchement, donc je suis pas dispo pour mon bébé. Et en plus, je sais pas, hein, à l'époque où il est né, lui, sa maman savait pas qu'il fallait accompagner son petit, lui dire, bah oui, je suis là avec toi, c'est dur pour toi, mais on va y arriver ensemble, on se trouve au bout du chemin. Enfin bref, il n'y avait pas tout ça. Donc il s'est senti comme tout seul, largué là-dedans, donc avec une mère qui est pas disponible. Donc la croyance que les mères ne sont pas disponibles, la croyance que je dois me débrouiller tout seul, et cette espèce de surcharge énergétique d'émotion, de j'ai failli mourir, qui est là engrammée en lui. Ce qui fait que quand plus tard, là, il a ce petit problème de santé duquel il discute avec ses parents, il se demande si c'est pas quelque chose qui va le faire mourir, si c'est pas quelque chose de grave. Et à ce moment-là, c'est pas ça qui fait tomber dans les pommes. C'est le fait que ça le ramène à cette porte. Si tu l'ouvres, tu vas souffrir. De la même façon que tu as souffert le jour où tu es né. Parce que tu vas te rendre compte que tu as failli mourir. Vraiment. Donc c'est comme si on réouvrait la porte de l'émotion traumatique. Mais qu'il y a toujours personne en fait, hein, parce qu'il est toujours avec cette même maman qui est pas tout à fait disponible. Elle est là, elle est présente, mais certainement que l'environnement n'est pas suffisamment sécurisant pour lui pour qu'il puisse faire sortir cette énergie. Parce que si tout ça était suffisamment sécurisant pour lui, ça se serait joué d'une autre façon. Il aurait réussi à pleurer, sa mère ou son père aurait été là à lui dire « Waouh, je sais pas ce qui se passe pour toi, mais c'est tellement dur, je suis là avec toi, t'inquiète pas, je te laisse pas, ceci, cela. » Il aurait du coup terminé son cycle émotionnel, ça aurait libéré, et il aurait pu garder ça le reste de sa vie. Donc à ce moment-là, comme c'est pas possible de réouvrir parce qu'il a cette croyance que sa mère, les mères ne sont pas disponibles, donc ouais, il n'y a que ma mère ici, c'est pas possible, elle ne peut pas être dispo, donc je peux pas ouvrir cette porte, ça va juste me faire revivre la même catastrophe que le jour de ma naissance. Donc, shut down, je tombe dans les pommes. Donc il se rejoue ça au moment où il voit sa femme allongée sur le canapé, qui n'est pas disponible et qui est mal. Donc à ce moment-là, plutôt que de tomber dans les pommes, ou plutôt que de se dire « Waouh, ça me met tellement dans une colère et tout ça, une incompréhension que je dois avoir certainement un pansement à aller soulever pour voir ce qui se passe en dessous », il préfère fortifier les gardiens, mettre du bois à la place du pansement. Et donc du coup, c'est la colère, c'est je rejette, je mets mes limites, je rejette. La colère, c'est pour faire partir. Arrête de me renvoyer ce truc qui appuie sur mon bouton. Arrête, tu peux pas bouger un peu, change de position, prends-toi en main pour que ça me rappelle pas ce sujet du passé. Quand on comprend ça, c'est aisé de voir qu'au quotidien, du coup, maintenant, c'est difficile dans la relation, dans la communication. Parce qu'à ce moment-là, du coup, lui, il a besoin que surtout elle n'appuie pas sur son bouton le plus douloureux, et elle a besoin que surtout lui n'appuie pas sur son bouton le plus douloureux. Parce qu'il est en train de la rejeter au moment où sa seule stratégie pour avoir cet amour, cette présence dont elle pense être vitale pour elle, ça ne marche plus. Donc ils sont tous les deux dans un moment, moi j'appelle ça un cul-de-sac, où il y a vraiment comme pas d'issue possible. Qu'est-ce qui se passe du coup aujourd'hui? Une nouvelle stratégie de protection s'est mise en place, c'est-à-dire que madame, elle, boum, bulle. Dès que je dois rentrer en relation avec lui, je suis dans ma bulle, tu dois montrer patte blanche, il y a tout un truc, parce qu'il faut que je vois dans quelle émotion, dans quelle énergie tu es, pour pas que ça vienne me réimpacter, parce que là, moi, tu as ressemé mon traumatisme en réagissant comme tu as réagi. Donc, elle se met dans une bulle. Et à ce moment-là, vu de l'extérieur, on pourrait se dire, bah oui, mais en fait, c'est juste de la faute de madame, parce que madame, elle se met dans une bulle, donc c'est normal que monsieur puisse pas y trouver son compte dans la communication. Ben oui, sauf que cette bulle, elle a été fortifiée par la réaction de monsieur dans le passé. Donc vous voyez, au lieu d'aller aggraver l'un et l'autre le problème de l'autre, il faut trouver une autre solution. Parce que là, du coup, lui réagit de cette façon et ça met une blinde autour de madame. Mais du coup, madame, en réagissant de cette façon, en ayant cette blinde, elle blinde encore plus monsieur. Parce que du coup, monsieur voit la mère, indisponible, non disponible, celle qui fait justement appel à sa souffrance la plus forte. Donc, il se reblinde et il se reblinde. Et donc, du coup, il s'éloigne encore plus l'un de l'autre. Jusqu'au moment où certainement ça va craquer. Donc là, le but du jeu, c'est que chacun puisse comprendre qu'est-ce qui se joue pour l'autre, pour mettre un petit peu d'eau dans son vin et de se dire, ok, quand il me parle comme ça ou quand elle réagit comme ça, c'est pas personnel, ça parle pas de moi quand j'ai failli mourir étant petit ou ça parle pas de moi quand je me suis sentie tellement seule et abandonnée quand j'étais gamine.
Ça parle de sa souffrance à lui. Ça parle... Donc là, on est en train tous les deux de jouer nos DVD les plus dramatiques. Est-ce qu'on a vraiment envie de se retaper ce film? Non. Donc ici, le fait de mettre en mots, ça permet... Le fait de prendre conscience ne va pas libérer la charge qui est à l'intérieur de chacun. Mais par contre, le fait de prendre conscience va faire, comme je dis souvent, je donne cette charge émotionnelle là qui est cristallisée à l'intérieur de nous, je l'illustre souvent comme une bulle de limonade là, qui peut remonter à la surface et pouc, être libérée. Ce qu'on fait quand on met en conscience ce qui se joue pour l'un et l'autre, c'est qu'on secoue la bouteille de limonade. Comme ça, la bulle qui était peut-être emprisonnée, qui restait dans le fond là, eh bien, elle va pouvoir remonter à la surface. Et elle va remonter à la surface doucement, au rythme qui est le bon pour chacun d'entre nous. Et quand elle va remonter, moi j'ai transmis du coup les outils pour qu'elle puisse être accueillie. Parce que quand ça remonte, si vous l'avez déjà vécu, c'est remonté là, émotionnel, comme on est de plus en plus allé vivre depuis quelques années maintenant, avec le contexte actuel, l'énergie, la fréquence de la Terre qui augmente, donc qui nous pousse à balayer toutes ces choses qui vibrent plus bas que la fréquence de la Terre actuelle. On est tous, à un moment donné, amenés à faire face à ces mémoires-là. Et quand ça arrive, faut savoir qu'est-ce que je fais, comment je peux m'en dépatouiller. Donc ça, c'est leur devoir, entre guillemets, à faire à la maison dans les jours et les semaines qui vont venir. Mais quand on part de ce constat-là, on peut résoudre les problèmes. Si on essaye de faire un effort, toi, fais un effort pour sortir de ta bulle, et toi, fais un effort pour être un peu plus compréhensif. Compréhensif, pardon. Il y a des moments où on peut faire un effort. Quand il s'agit juste de, je dirais d'une ancienne émotion qui est là, mais qui ne met pas notre vie en jeu. On peut faire un effort, et alors, à force de faire cet effort et à force de répétition, c'est comme si on créait un nouveau schéma neuronal qui fait qu'on va plus réagir à l'ancien et on va trouver une nouvelle façon de fonctionner. Mais quand on est sur des mémoires traumatiques, comme c'est le cas pour l'un et l'autre, on ne peut pas faire d'effort, puisque la plupart du temps, c'est même pas conscient, et que la plupart du temps, c'est de l'automatisme, c'est une protection. Les gardiens à l'intérieur de nous, les protecteurs, pour nous maintenir en vie, parce que c'est ça, on est dans un système de survie à ce moment-là, on ne peut pas leur demander de faire un effort, ça ne marche pas. Ah si, vous pouvez leur demander de faire un effort, mais alors là, ça va être encore pire. Parce que du coup, ils vont se dire, je ne suis pas foutu capable ou quoi? Je dois avoir un problème, je dois ceci, je dois cela. Non, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun handicap. Il n'y a aucune personne qui n'est pas capable, qui n'est pas assez bien ou quoi que ce soit. Il y a juste des bébés, des enfants qui sont terrorisés, apeurés et qui sont en manque. C'est la seule chose. Il y a des bébés qui sont terrorisés, on ne peut pas leur demander de faire un effort. Fais un effort, tu veux bien arrêter d'avoir peur? Est-ce que vous diriez ça ou à votre bébé ou à votre petite 2 ans? Ça n'a aucun sens. Donc voilà moi comment je travaille quand j'accompagne les couples amoureux. Enfin, qu'il y ait de l'amour ou qu'il n'y ait pas d'amour d'ailleurs. Et justement, ce qui est chouette, c'est que ça permet d'aller se retrouver au cœur de l'amour. Parce que souvent, quand on se rencontre sur nos blessures. Surtout quand on pense avoir eu un coup de foudre ou ce genre de choses. Vous savez, j'ai commencé une phrase, il l'a finie, c'était formidable. Je pense à un truc qui pense à la même chose, c'est génial. En fait, à ce moment-là, on est en train de vivre le fait d'avoir les mêmes fréquences en nous que l'autre porte en lui. Donc si moi je porte la trouille de mourir, eh bien je vais attirer à moi quelqu'un qui a la trouille de mourir. Mais peut-être par le biais d'une histoire qui est complètement différente de la mienne, mais il y a quelque chose de similaire qui vient s'attirer comme des aimants. Et au fur et à mesure qu'on rentre en contact ensemble et qu'on vit ensemble, ça commence à grincer un peu. Alors il y a des fois où ça grince pas, par exemple, comme je le disais au cœur de cette séance, au temps de nos parents, à nous, ça grinçait un peu moins. C'est-à-dire que par exemple, on avait souvent ce schéma de la femme qui travaille à la maison et qui est dépendante financièrement et émotionnellement aussi de son mari, qui lui aime bien être celui qui domine, le chef de famille, celui qui rapporte de l'argent, qui tape du poing sur la table. On va dire pour faire un truc très schématique. Et à ce moment-là, il y avait les blessures profondes de peur de manquer, de dépendance affective de la femme qui entraient
en lien avec moi je suis celui qui doit contrôler parce que personne ne me comprend, parce que c'est dangereux dans mon contexte familial, donc je dois contrôler, je dois être celui qui dirige, je dois être celui qui décide. Et donc en fait, bing, tous les deux, ils s'emboîtent bien finalement, puisque les peurs de l'un et les peurs de l'autre coïncident bien. Donc on peut rester ensemble, même si au final on se rencontre jamais vraiment. On vit ensemble, on est ensemble au quotidien, mais il n'y a pas de rencontre vraiment à proprement parler, puisque on est attachés ensemble par nos blessures. Et ce que la vie actuelle nous demande, cette transition-là actuelle dans laquelle on est, toute l'humanité nous demande, c'est justement de faire disparaître tous ces miroirs que l'autre devient pour nous, l'amoindrir ce miroir, l'amincir, pour que je puisse me départir de toutes ces souffrances du passé, les miennes et celles que porte tout mon arbre généalogique aussi d'ailleurs. Et à ce moment-là, quand j'ai de moins en moins de filtres, je projette de moins en moins sur l'autre. Quand je regarde l'autre, c'est pas moi que je vois. Quand je regarde l'autre, je vois l'autre. C'est comme si enfin je pouvais le rencontrer. Et donc là, pour moi, on peut parler du couple amoureux, de l'amour en fait. C'est-à-dire qu'on va plus être dans l'amour attachement ou l'amour blessé. On va être dans l'amour, la rencontre. Je te vois tel que tu es, depuis cet être que je suis, sans mes blessures. Et du coup, on peut vraiment se rencontrer, voir si on a toujours lieu d'être ensemble, de partager du temps ensemble, de l'amour ensemble, ou non. Mais du coup, on se rencontre pour de vrai. Et ça, c'est super précieux. À bientôt.